Bienvenue au webinaire Batimatech, les enjeux juridiques de la relance dans l'industrie de la construction. On reprend l'enregistrement donc pour Batimatech, l'événement qui a lieu aujourd'hui où on parle des enjeux juridiques de la relance dans l'industrie de la construction. On a en fait un invité officiel qui s'appelle David Collan. Sa collègue Catherine Ducharme va se joindre à nous en remplacement de Sandrine Tremblay qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas se joindre aujourd'hui à nous et professionnelles. Donc voilà. Donc, entre-temps, je vois différents participants. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas un webinaire sous forme de présentation habituelle ou comme vous les connaissez, mais l'objectif, ça serait un peu comme un 5 à 7, c'est d'échanger entre nous et d'avoir votre point de vue, justement, par exemple, les enjeux juridiques de la relance, ça veut dire quelque chose pour vous, vous vous présentez à cette heure-ci pour en discuter, pour en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous présentement? Est-ce que, je ne sais pas si Simon, Steven, Marc, vous voulez intervenir, ou Caroline? Est-ce que vous pouvez tout simplement lever la main, puis je vais voir votre main apparaître, puis je pourrai, le cas échéant. Sinon, on a des gens qui ont compris le principe de questions-réponses. Donc, on vous invite à formuler des questions-réponses dans l'onglet en question. Et à partir de là, on va être en mesure de répondre au fur et à mesure. Et généralement, on pourrait, à l'occasion, vous demander d'intervenir de vive voix, le cas échéant. Donc, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a un des participants, Bernard, qui mentionne qu'il œuvre comme consultant auprès d'entreprises de la construction. Fait qu'on voit que Lynn aussi, que est technicienne en architecture. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens de milieux différents. Ouais. Et c'est très intéressant. Ouais. Je vais en profiter pour saluer Marc Benoît. Marc Benoît, j'ai ouvert ton micro. Tu peux te joindre à nous à ta convenance, mais ton micro a été activé si jamais tu veux t'exprimer par rapport à cette participation-ci aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je vais vous partager, dans le fond, on se donne toujours encore une fois quelques minutes. Généralement, on respecte l'heure, soit dit en passant. Là, on ne dépasse pas le temps voulu. On va aussi vous partager aujourd'hui un sondage donc, en ligne auquel vous allez pouvoir répondre lorsque David va vous le proposer. Donc, je vais vous partager le PowerPoint. Peut-être Francis, Caroline Ouais. semble avoir aussi une question. Là. Je ne sais pas, elle écrit la moitié de sa question en fait sur les questions et réponses. Peut-être juste lui donner un micro. Oui. Caroline, votre micro est activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui. OK. Bon, je suis en train de la taper, ma question, mais dans le fond, ma question, je ne sais pas si vous allez toucher ça aussi. Je viens juste de rentrer là, sur le réseau. Je ne sais pas trop c'est quoi l'étendue de votre intervention. Moi, c'est dans le domaine public. Je travaille je suis en train de faire des travaux dans une école. Je suis entrepreneur général. Et le client, il me parlait justement que le Conseil du Trésor a mentionné qu'il ne payerait pas pour les équipements de protection individuelle, mais que toutes les choses concernant la désinfection des locaux, tout ça, seraient probablement payées. Par contre, il fallait y aller sous forme de réclamation seulement à la fin du projet. Puis je voulais voir si c'était un point que vous alliez discuter aujourd'hui. Bien, je pense que je ne traiterai pas spécifiquement de la question de la répartition. En fait, je vais parler des coûts, justement, les coûts additionnels qui seront potentiellement engagés pour assurer la conformité aux nouvelles directives de la CNSST. Mais je vais toucher, par exemple, à certaines clauses qu'il faudrait regarder qui vont peut-être donner des pistes de réponses sur comment se partagent les risques par rapport à des coûts additionnels qui peuvent résulter de la situation du COVID entre le client et l'entrepreneur. J'en parler plus après avoir parlé brièvement des nouvelles obligations de la CNSST, justement en lien avec les COVID. OK, merci. Merci. Puis toujours, je pose toujours la même question, Caroline. Vous, c'est votre première participation? Oui, la première. Puis où est-ce que vous en avez entendu parler? Je reçois des courriels régulièrement là, de Batimatech. D'accord. Merci. Bienvenue chez vous, Caroline. Merci. Puis, gênez-vous pas pour intervenir pour la suite. Là. Levez la main, puis David et Catherine vont se faire un plaisir de répondre le cas échéant. Merci. Merci. Donc, on va commencer tranquillement. On attend encore quelques personnes, mais on comprend aussi qu'il y en a qui vont se joindre en cours de route. Donc, on va commencer par présenter Batimatech. Il y en a certains qui connaissent déjà, mais quand même, un petit renforcement, ça fait toujours du bien. Donc, voilà.
Donc, grosso modo, le Batimatech, donc les enjeux juridiques de la relance présentés par David Collante, son associé, c'est-à-dire Sandrine Tremblay, qui est associée du bureau Milrec. On parle de Batimatech, c'est un organisme à but non lucratif, donc catalyseur du milieu, donc au plan technologique, développement durable. Puis l'objectif, c'est d'amener le secteur à être davantage innovant, davantage collaboratif, davantage agile. Et entre autres, par les discussions qu'on a aujourd'hui, qu'on va avoir jeudi avec les gens de chez Pomerleau, on permet justement cet échange-là, puis on démontre aussi l'intégration des technologies et la vision, puis et le partage de cette information-là. Et l'OBNL existe depuis le 1er novembre 2018. Et au plan personnel, j'ai été accompagné justement par des gens de Milrec pour ce développement-là. Donc, très apprécié. Donc, proposez-nous des invités. Donc, si vous entendez Batimatech, vous comprenez ce qu'on fait, vous comprenez la mission, bien, on vous invite à nous proposer des invités. Vous-même pourriez être un participant, un panéliste, avec ce qu'on peut appeler un conférencier, ou ça peut être même quelqu'un de l'étranger, puisque dans le fond, on n'a plus de billets d'avion, plus de plein d'éléments qu'on sauve, mais on peut entendre des gens qui ont à nous dire. Donc voilà, gênez-vous pas. Batimatech, au départ, c'est un événement annuel qui réunit des acteurs du secteur de la construction technologie sous forme d'un événement de 350 participants. On s'enlignait pour 400. Le prochain s'enligne probablement pour être virtuel. Donc, on travaille à cet effet-là. On analyse l'opportunité, mais on analyse aussi l'interaction qu'on pourrait créer, l'expérience et tout ça. Le CA de Batimatech, bien évidemment, on n'est pas seul. Batimatech, c'est des bénévoles, mais c'est aussi des bons membres du CA. Donc, on retrouve des gens dans plein de champs d'activité, que ce soit on les voit, des architectes, ingénieurs, on a des comptables, des gens entrepreneurs et des gens dans le domaine de l'immobilier, développement durable, entre autres dans l'urbanisme. Donc, c'est intéressant et dans le domaine juridique. Au niveau du membre, plusieurs personnes comme vous, organisations, peuvent devenir membres. C'est une personne membre pour l'organisation, donc ils ont droit à des rabais. Certains d'entre vous ont participé au webinaire, ont pu même devenir, en étant membre, échanger, démontrer leur savoir-faire et tout ça. Donc, ça, on l'avait déjà présenté. C'est disponible sur le site pour devenir membre. Puis évidemment, on s'inscrit dans une perspective 2030 qui a été faite par la chaire qui s'appelle Books en France. Et à travers cette chaire-là, qui est un peu comme ici, on a nos chaires à l'UQAM puis à Polytechnique, l'idée, c'est que cette chaire-là développe au niveau du chantier 2030. Je trouve que c'est une belle approche par rapport à comment la construction et le secteur de l'immobilier va évoluer par l'intégration des technologies. Ensuite, vous avez l'aide financière du PAN. Je viens d'apprendre que ça s'est terminé hier. Donc, ceux qui ont déposé des dossiers pour le moment, le 150 millions est en train de se dépenser, mais qu'ils ne prennent pas de nouveaux dossiers là, depuis ce matin. C'est décevant. Puis, l'autre idée, c'est que Batimatech, moi, Francis Bissonnette, je viens du domaine associatif construction. C'est moi qui ai bâti Cin5, une agence de services conseil qui existe depuis 6 ans. Puis aujourd'hui, Batimatech a été créé à travers mon agence et depuis peu, est devenu un organisme indépendant au BNL. Donc, voilà. Et je termine en présentant toujours les webinaires qu'on a fait dans le futur, parce que je trouve que c'est important que vous voyez l'évolution. Donc, tantôt, je vais vous partager les coordonnées, donc pas besoin de les prendre en note. Je vais revenir sur la présentation de David et Sandrine. Et sinon, il y aura un sondage qu'on va vous partager également suite au webinaire auquel vous participez présentement. Le premier webinaire qu'on a fait, c'était sur la gestion de projet avec Jessica Lelière. On en a fait un avec Robert Meunier sur le télétravail. On en a fait un avec Denis Ménard sur la gestion de crise. Un d'ailleurs avec Catherine Ducharme et Sandrine Tremblay en lien avec les implications juridiques et les forces majeures. On en a fait un sur la technologie de construction avec William Saint-Pierre. Un autre sur l'approvisionnement local, le B2B. Un sur la nouvelle réalité en mode collaboratif, en lien avec la distanciation qu'on vit, avec Louis-Philippe. L'IoT, donc l'intelligence des objets, mais aussi de plus en plus connectés, les objets connectés, donc René Breyel ainsi que Yaya. Et enfin, Annie Daniel qui a présenté en lien avec le PAN, mais également en lien avec une solution, une plateforme technologique pour les chantiers. Puis on a parlé également d'espace en mutation. Espace en mutation, intéressant parce qu'on va créer à partir de cette rencontre-là un comité, un groupe d'échange pour l'après-COVID, mais aussi réfléchir par rapport aux espaces de demain, par rapport à l'immobilier. Donc, s'il y en a qui souhaitent se manifester, le groupe commence à se former. Je pense qu'on est rendu autour de 8 participants rattachés à 8 ou 10
participants rattachés à cette idée-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Hugo qui a présenté sur les technologies et astuces en lien avec comment obtenir l'adhésion, donc l'intégration des technologies. Puis jeudi, donc soyez présents, le 28 mai, c'est les 2 représentants de chez Pomerleau qui vont présenter le tout. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Je vais céder la parole à David. David, je te laisse t'introduire. Allez-y. Ouais, bon, bonjour tout le monde, David Cogenté ici. Je suis avocat chez Merritt & Co. Un de mes secteurs d'expertise, c'est immobilier et construction. Et auparavant, j'ai travaillé également chez SNC-Lavalin pour des projets d'infrastructure. Donc, c'est ce domaine que je connais bien, qui m'intéresse beaucoup. Sandrine Tremblay, malheureusement, elle ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Je suis avec ma collègue Catherine Ducharme, avec qui je travaille dans des dossiers de construction immobilier également. Qui va m'aider également un peu à gérer les questions et être à mesure de répondre également pour certaines questions également, notamment au niveau de la CNSST. Donc, ça peut tarder. Là, j'ai 2 parties à ma discussion que je vais aborder. Donc, c'est au niveau des nouvelles obligations ou plutôt dire la mise en œuvre des directives de la CNSST dans les chantiers pour permettre la reprise. Et par la suite, je vais toucher un peu, faire les ponts également avec les nouvelles mesures, les faits qu'il y a sûrement des coûts additionnels que ça va engendrer, mais également des pertes de productivité et comment ça peut se traduire comment on peut mitiger les risques à ce niveau-là avec entre l'entrepreneur, entre les parties, les clients, les autres intervenants dans la structure contractuelle. Donc, rapidement, les contextes qu'on vit en ce moment, donc depuis le 11 mai dernier, on a eu la reprise des chantiers de construction dans l'ensemble du Québec. Le secteur résidentiel avait déjà repris les activités depuis le 20 avril dernier. Et au fond, c'était depuis le 24 mars que le gouvernement va annoncer la fermeture des chantiers par décret. Donc, au niveau des obligations de la CNSST, je vous réfère surtout au guide qui a été publié le 29 avril dernier, là, qui est assez étoffé par rapport aux mesures de distanciation, les questions de nettoyage pour les outils, les équipements et tout ça. Ce que je veux peut-être porter plus à votre attention, c'est au niveau des risques légaux, ce qui sont, c'est que dans un contexte de surveillance accrue des chantiers au niveau de la CNSST, ils ont annoncé qu'elle allait dépêcher plus je pense, 400 inspecteurs le 19 avril pour justement s'assurer de la conformité dans les chantiers. Et c'est également les faits que les inspecteurs sont capables de donner de faire des recommandations pour les correctifs. Ils sont capables aller jusqu'à ordonner la fermeture des chantiers de construction en cas de non-conformité. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au-delà de la question des coûts qui peuvent être engagés pour pouvoir se conformer à cette directive-là, c'est que si vous n'êtes pas conforme et ça engendre des délais, s'il y a des questions de conformité, des fermetures des chantiers qui sont données pour un défaut, mais là, c'est beaucoup plus difficile après ça de réclamer au client, ou que la discussion va être un peu plus difficile pour comment est-ce qu'on partage les risques par rapport à ces nouveaux retards des échéanciers qui sont dus à une faute, si on veut, de l'entrepreneur de ne pas se conformer aux nouvelles directives en place. Et de l'autre côté, c'est qu'au niveau de la loi, il ne suffit pas juste de mettre des mesures, mais il faut être quand même très proactif. Il faut quand même s'assurer également d'informer les employés, les gens sur les chantiers pour s'assurer vraiment que ces mesures-là sont respectées. D'un côté, c'est l'effet de mettre les mesures en place, mais d'informer les gens pour éviter qu'il y a des amendes ou des pénalités. Puis l'autre point également, c'est que s'il y a des fermetures qui se passent ou s'il y a des défauts, mais au niveau des contrats, ça peut peut-être vous mettre en situation de défaut contractuel hors du contexte même du force majeure. Donc, rapidement, là, je pense que les points clés, c'est au niveau des nouvelles obligations de la CNSST, on parle de la question de l'évaluation constante de l'état de santé des employés, mais des mesures il parlait des questionnaires journaliers pour essayer de voir s'il y a des symptômes qui apparaissent pour certains employés, certains travailleurs, pardon, et en même temps mettre des procédures en place pour éviter la propagation du virus sur les chantiers. Puis après ça, veiller au retour de la personne en question pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques de contamination additionnelle. Au niveau des mesures de distanciation, dès que la mesure du possible, tu as toute la notion de 2 mètres de distance.
autrement, ça va obliger les gens à réaménager les équipes, réaménager un peu comment les secteurs, les chantiers sont divisés, limiter certains déplacements au strict minimum. Tu as même la question de voir comment est-ce que les périodes de travail peuvent être comment ça peut interagir avec les distances. Donc, si par exemple, il y a des périodes, la distanciation n'est pas possible et les travaux durent, les moments de travail pendant lesquels les périodes de travail en contact, ça dure plus que 15 minutes, mais là, on parle seulement de mettre en place des équipements, des protections. Et là, j'en parle un peu plus parce que c'est quand même, ça évoque quand même des notions, bien, réaménager un chantier, équipe, rotation, équipement, peut-être perdre de productivité qui va en résulter, puis assurément des coûts additionnels pour pouvoir les respecter. Au niveau des installations également, là, c'est tout l'aspect s'assurer de désinfecter les outils, désinfecter les salles de bain de manière quotidienne ou sinon au niveau des quarts de travail pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée entre les travailleurs. Je pense que ce qu'il faut retirer de ça, c'est comme on disait, d'être proactif. Je fais quand même un rappel que ça passe quand même par les employés. Les employés ont quand même une obligation également de veiller à leur propre santé et sécurité. Mais au moment de la réouverture, je pense que ce qui est clé, c'est d'informer, justement, mettre des mesures d'information pour les travailleurs, pour s'assurer qu'ils comprennent bien les nouvelles mesures qui ont été mises en place, s'assurer de faire un contrôle suivi à ce niveau-là. Au besoin, puis ça, c'est sous réserve des conventions collectives et d'autres questions de relations de travail, mais n'est pas de quand même contempler l'idée d'envoyer des avis disciplinaires ou d'autres mesures de ce type-là pour s'assurer que ça ne compromet pas par ailleurs les chantiers au complet. Donc, j'invite les gens qui ont des questions au niveau plus de santé et de sécurité avant que je passe à la deuxième partie qui se veut plus une discussion sur comment est-ce qu'on adresse justement ces questions de conformité, ces questions de retard potentiel, coûts additionnels au niveau des dispositions contractuelles. Je pense qu'il y a une question d'Alexandra Roy qui se demandait de quel type de perte de productivité c'est actuellement observé sur les chantiers en raison de mesures de distanciation et d'utilisation d'équipements de protection. Puis est-ce qu'il y a des clients entrepreneurs qui visent à réclamer ces pertes? Je pense qu'au début, justement, il y avait une question qui est sortie dans le secteur public qui mentionnait qu'il y allait peut-être avoir un partage des coûts selon au niveau de l'équipement qui allait peut-être être remboursé par les clients. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des exemples comme ça. Moi, de mon côté, au niveau de nos clients, certainement, on m'a quand même parlé des pertes de productivité au niveau que ce soit des questions de distanciation dans les transports, donc 2 personnes maximum, ou même au niveau des rotations, des travail, des plus petites équipes. C'est certain que ce que j'ai eu comme écho de mes clients, c'est qu'en ce moment, ça va prolonger les échéanciers, là, puis même au-delà de juste la question de la fermeture des chantiers, de cette période-là qui est peut-être traitée à part, là, même au-delà, ils doivent se questionner sur les échéanciers puis les pousser puis s'entendre avec les clients. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore d'écho au niveau des réclamations entre eux, mais c'est des questions qui se posent justement pour savoir comment approcher le client ou l'autre partie pour savoir comment est-ce qu'on se départage les coûts, parce que je pense qu'il y a quand même un intérêt, dans le secteur, tout le monde est affecté, je pense qu'il y a quand même un intérêt à arriver à une entente qui ne va pas compromettre l'exécution des travaux du chantier ou qui ne va pas ultimement amener à l'abandon d'un chantier. Oui, juste un instant, Alexandre. Pas Alexandre, mais David. Je ne sais pas, Alexandre, j'ai ouvert votre micro. Alexandra? Oui. Donc, si vous voulez intervenir, peut-être nous expliquer le contexte de cette question-là, puis allez-y, on vous écoute. Ben moi, c'est au niveau de la main-d'œuvre. On observe que les mesures de distanciation, puisque les visières, les masques, tout ça, le fait qu'il y a beaucoup de pertes de temps, on n'est pas nécessairement prêt encore à faire des demandes de compensation face à ça. Mais clairement, on était impacté. Donc, dans la mesure où est-ce que quand tu n'es pas admissible à la subvention de 75 % parce que là, on est reparti puis nos chantiers roulent, ben je me pose la question, est-ce que je vais m'embarquer dans des réclamations ou quoi que ce soit, puis de quantifier. Je parle avec des compétiteurs, d'autres clients, il y en a qui me disent 5 10 15 de perte de temps sur ma main-d'œuvre, mais comment qu'on va arriver à quantifier ça, puis qu'est-ce qui va être reconnu comme étant fair, parce qu'on n'a pas tant d'études qui supportent actuellement la réalité qu'on vit. Là.
Mais je pense qu'effectivement, tu touches un point, puis la question de la productivité, ça revient, là. Et justement, ce qui m'amène, je pense, à moins qu'il y a d'autres gens qui veulent partager d'autres types des situations qu'on vécu. Puis je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a toutes les chantiers qui sont, sauf dans le secteur résidentiel, c'est quand même plus récent, la reprise. Il n'y a pas nécessairement eu toute une période de temps suffisante, qui peut être juste suffisante par certains pour s'ajuster à toutes ces nouvelles mesures-là. Et surtout, je pense qu'il y a même un contexte encore d'incertitude, même au niveau de la deuxième vague qui s'en vient potentiellement à l'automne ou l'année prochaine. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Et ça m'amène justement à comment est-ce qu'on est capable, justement, comment de quantifier ou même est-ce qu'on est même capable de réclamer un montant à un donneur d'ouvrage pour essayer de partager les risques. Et je pense que les trois items justement qu'on mentionne, c'est bon, les nouvelles mesures d'hygiène qui doivent être mises en place, les plans de productivité au niveau de la main-d'œuvre. Puis moi, j'ai aussi vu également des difficultés à avoir accès à du matériel en raison de soit des pénuries de matériel ou des retards. Tu sais, c'est comme une chaîne, là, veut pas, là, donc comme entrepreneur, tu as tes fournisseurs. Si tes fournisseurs ils sont également impactés par les COVID, mais également, ça va remonter la chaîne puis il va y avoir des retards en bout de ligne envers les clients ultimes. Puis je pense que ça m'amène à ma prochaine discussion sur justement comment est-ce que les contrats, comment regarder un contrat à la lumière de ces questions-là, comment est-ce que. Je pense que les premiers réflexes qu'il faut avoir, c'est d'aller voir les contrats et d'essayer de voir comment est-ce qu'on trouve des pistes de réflexion pour arriver à présenter une proposition, par exemple, à un client qui se réfère. Je vois, il y a 2 commentaires. Je vais juste les prendre en ce moment par rapport à ça. Il y a François Lachaine. François, j'ai ouvert son micro, donc si tu veux, on peut lui demander de formuler sa question. François Lachaine? Oui, moi, ma question, c'est on doit aller installer des modules électroniques dans des logements habités. Qu'est-ce que pour éviter des accusations si jamais par la suite les gens attrapaient la COVID, là, puis ils nous disent que c'est dû à nos employés, est-ce qu'on doit tout nettoyer au pluriel et tout ça là, pour être sécuritaire? Je ne sais pas si, Catherine, tu veux y aller, là. Oui, je peux répondre brièvement. Là. En fait, ce que la CNSST oblige, c'est une obligation de diligence raisonnable. Ça veut dire que selon votre milieu, ce que vous faites en ce moment, vous êtes la personne la mieux placée pour connaître c'est quoi les obligations sanitaires qu'ils devraient mettre en place dans le contexte de la COVID. C'est sûr que c'est une situation extraordinaire, fait qu'il n'y a pas des mesures précises à chaque fois. Le guide de la CNSST, c'est un guide, c'est pour vous aider. C'est sûr que ça va de soi que probablement que tous les employés devraient avoir des masques en contact avec d'autres personnes. Puis après ça, de la désinfectation, c'est sûr que ça va aussi. Puis le respect du 2 mètres là, aussi. Là. OK. Merci. Je voyais, je reviendrai à Alexandre. Alexandre, c'est bon comme réponse que tu avais eue au départ? Je vais rassurer là-dessus plus tard sur OK, parfait. C'est bon. Est-ce que tu vas aller vers Caroline Laberge? Oui, Caroline elle mentionne que les conseils du Trésor mentionnent les organismes publics et les équipements serrés des protections seraient à la charge des entrepreneurs généraux et des sous-traitants. Je vais peut-être justement tout de suite embarquer au niveau de l'analyse contractuelle parce que c'est surtout dans le contrat en fait qu'on va pouvoir se fier pour voir comment est-ce que c'est valide ce type de réclamation-là. Puis je pense que les premiers réflexes qu'on me dit tantôt, c'est que là, il y a beaucoup de discussions dans les derniers mois, dans les dernières semaines sur la force majeure, comment est-ce qu'elle s'applique à mon contrat, est-ce que je peux l'invoquer, est-ce que je peux l'invoquer maintenant qu'on est déjà on sait c'est quoi le COVID ou c'est quoi les mesures qui doivent être mises en place. Peut-être les premiers points que je vais mentionner, c'est que la notion de force majeure, c'est une notion qui est du Code civil là, au Québec. C'est une notion qui n'est pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se fier à ce qui est prévu au contrat par les parties. S'il n'y a aucune clause dans le contrat qui parle des retards inévitables, des situations extraordinaires indépendantes de la volonté des parties, c'est là qu'on va faire une analyse au niveau de la législation générale pour voir s'il y a peut-être lieu à avoir une réclamation ou pour une prolongation des délais ou pour réclamer des coûts. Je vais déjà dire que tout ce qui était, peut-être rapidement, pour tout ce qui est des retards qui étaient déjà existants avant COVID, à cause de la faute de l'entrepreneur et tout ça, bien ça, c'est pas
plus excusable maintenant en temps de COVID, on ne pourra pas nécessairement bénéficier d'une prolongation pour ça. Puis l'autre point également, de manière générale, lorsqu'il n'y a pas de clause dans un contrat sur la force majeure, c'est ce concept quand même qui ça donne une exonération partielle en ce que c'est une prolongation additionnelle que tu vas avoir droit pour exécuter ton obligation. Puis pendant cette période-là, tu n'auras pas d'indemnité ou pénalité à payer à cause des retards. Mais par exemple, au niveau des coûts, le concept général des forces majeures, il fait assumer les coûts additionnels à la partie qui doit donner l'obligation. Donc, de manière générale, puis encore une fois, ça dépend vraiment de vos contrats, un entrepreneur pourrait potentiellement être tenu responsable d'assumer les propres coûts additionnels qui ont été engagés pour se conformer ou pour exécuter son obligation dans le cadre de la force majeure. Puis, un autre point important d'entrée de jeu, c'est que les clauses des forces majeures en soi ne sont pas suffisantes pour réclamer une résiliation du contrat. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions parce qu'au niveau des fermetures des chantiers dans les contrats de CCDC2, par exemple, il y avait des possibilités de résiliation lorsque les fermetures des chantiers étaient au-delà, je pense, de 20 jours. Mais c'est vraiment des analyses au cas par cas. Au niveau je vais justement donner des exemples un peu plus concrets là, au niveau justement de ces clauses-là. Là. Je vais parler justement des exemples du CCDC2, qui est le contrat à prix fixe, puis le CCDC3, le cost plus. Là. Juste pour un exemple concret de comment ces clauses-là ils se retrouvent. Donc, par exemple, il ne faut pas juste se fier au langage comme tel de la clause. Là. Des fois, les clauses ne peuvent peut-être pas parler de pandémie, mais peuvent quand même s'appliquer à votre situation. Là. Donc, par exemple, dans le CDC2, on parle il y a certaines clauses qui parlaient des fermetures lorsque les chantiers sont fermés comme tel par ordonnance du gouvernement. Mais tu as également des clauses qui viennent parler de causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur. Et là, dépendamment justement de ce type de clauses-là, par exemple, dans le CCDC2, il n'y a pas de. Vous avez droit, dans les deux cas, vous avez droit à des prolongations des délais additionnels. Mais au niveau des coûts, le CCDC3 prévoit, par exemple, c'est plus facile justement d'avoir un ajustement des coûts du prix du contrat pour tenir compte de ces changements-là, versus les CCDC2 standard, là, il prévoit, par exemple, que c'est la partie, l'entrepreneur qui va potentiellement être tenu responsable d'assumer ces coûts additionnels-là. Puis mon gros disclaimer, c'est qu'on sait tous que les contrats de ce type-là standard sont plus très standards quand ils passent dans la machine de construction. Ça veut dire que les avocats, ils vont être là, on va changer toutes les mesures. Fait que, je pense que c'est juste avoir les réflexes d'aller voir ce type d'articles-là, puis surtout de s'assurer de respecter, même si on n'est pas capable d'identifier aujourd'hui c'est quoi ces coûts-là, mais s'assurer, par exemple, qu'on envoie des avis qui sont prévus, donc informer, si on contredit qu'on doit informer des dépassements de coûts prévus de ces chantiers, mais d'assurer de suivre la formule, si on veut, écrite dans le contrat pour s'assurer après ça que le gouvernement ou le client ou les fournisseurs, ils reviennent en disant « mais tu avais X jours pour m'en informer, tu ne m'en as pas informé », donc ça part déjà mal un peu des négociations pour essayer de s'en tirer. Donc, comme je disais tantôt, c'est des exemples il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'on va être capable, est-ce que je vais être en droit de réclamer au client? Ça va vraiment dépendre de ce qui est prévu au contrat. Ceci étant, je pense qu'il y a quand même une obligation dans tout ça de bonne foi des parts et d'autres. Puis je pense qu'il y a une discussion. Je pense que nous ce qu'on conseille à nos clients, c'est quand même d'être quand même ouvert entre les parties prenantes d'un projet. Là. Je pense que les clients, il n'y a pas non plus intérêt à voir un entrepreneur faire faillite ou à voir un entrepreneur devoir payer des pénalités qui vont l'empêcher finalement d'exécuter le projet là, du tout. Là. Donc, c'est clair que si je reviens à ces questions-là de cause indépendante de la volonté des parties, il y a peut-être là, il y a une analyse. Est-ce que justement l'effet de se conformer aux nouvelles mesures, des nouvelles directives, c'est une cause indépendante de la volonté des parties? Potentiellement, est-ce que c'est l'effet de ne pas être capable de donner des matériaux parce qu'il y a des retards du fournisseur, est-ce que c'est indépendant potentiellement? Après, je pense que ce qu'il faut être proactif, c'est s'assurer que vous êtes capable de démontrer que vous avez mis des mesures en place pour minimiser ces impacts-là. Donc, si vous savez déjà qu'il y a des fournisseurs, est-ce qu'on peut dire au client, on va essayer de voir d'autres fournisseurs pour combler l'obligation, puis encore une fois, c'est dans la mesure du financièrement possible. Je pense qu'il faut quand même être réaliste au niveau commercial de c'est quoi les moyens qu'on peut faire. Mais il y a ce type de clauses-là qui vont peut-être vous donner des pistes, des réponses sur comment monter un dossier pour essayer de partager les risques. Là, tantôt, on parlait des directives de la CNSST. Bon, les directives comme telles, il n'y a pas une modification à la loi pour l'ajuster à la session du COVID, mais
il y a quand même une directive, il y a quand même des nouvelles mesures qui vont être vérifiées par la CNSST, les inspecteurs. Est-ce que il y a peut-être, j'ai dit dans le CCDC par exemple, et dans d'autres types de contrats d'infrastructure, on voit des clauses de modification aux lois qui viennent c'est un peu une clause qui vient dire que si jamais des nouvelles ordonnances, des nouvelles directives ou des changements, puis encore une fois là, on va se baser vraiment sur les langages de la clause, mais peut-être qu'il y a des clauses qui permettent de faire des demandes, soit des prolongations au niveau des délais ou des demandes de partage des coûts, justement quand il y a des augmentations des coûts qui sont liés au fait qu'on doit se conformer à des nouvelles directives ou des nouvelles ordonnances du gouvernement. Dans ce cas-là, c'est là qu'on va voir est-ce que peut-être que la CNSST se qualifie oui ou non là-dessus. C'est une question d'analyse au cas par cas, mais c'est peut-être déjà quelque chose à regarder dans le contrat. Et je pense que les problèmes, justement, quand on parle des forces majeures, puis je pense que dans le contexte de la reprise, ce qui est important de savoir, c'est par exemple, bon, il n'y a pas de clause dans votre contrat qui parle de retard, il n'y a pas de clause dans votre contrat qui parle de modification aux lois et tout ça. Puis là, on retombe sur la notion de force majeure générale. Là, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir. Je pense que c'est là qu'il est plus important d'avoir une discussion avec l'autre partie pour voir comment on est capable d'avoir une entente parce que au niveau du concept général des forces majeures, comme je disais tantôt, c'est pas automatique que tu peux réclamer des dommages à l'autre partie ou une compensation si on veut pour être capable de s'ajuster et de rendre ses obligations. Puis je pense qu'à ce niveau-là également, je pense que au niveau du côté, par exemple, dans les clauses du CCDC2, c'est un exemple un peu plus flagrant, mais on dit cause indépendante de la volonté des parties versus le concept général des forces majeures. C'est pas juste indépendant, il faut pas que ce soit prévisible, il faut que ce soit irrécessif et qu'on rajoute d'autres critères additionnels qui vont peut-être faire que c'est plus difficile d'avoir un dossier qu'on va pouvoir présenter pour avoir une négociation un peu plus béton. Je pense que là, je regarde qu'il y a des questions qui commencent à défiler. Je pense que Lynn dit qu'est-ce qui se passe si on s'est entendu sur les échéanciers verbalement avec notre client dans ce contexte-là? Est-ce que c'est valide? Bon, je pense que dans ce contexte-là, ça serait peut-être plus prudent de mettre par écrit, là, c'est des ententes, justement, des réévaluations qui sont faites avec vos clients. Comme ça, il y a peut-être une trace écrite qui va pouvoir être qu'on va pouvoir sortir dans le futur parce que je pense qu'on est quand même dans un contexte de certitude puis quand même un contexte de ce que j'entends de mon côté de différent, par exemple, par rapport même aux questions, peut-être que le client il est prêt à partager une partie des coûts, mais quelle partie ou peut-être qu'il dit mais telle partie de l'échéancier, bien ça c'est lié à ta faute ou le fait que tu n'as pas mis tes mesures en place, c'est pas juste lié au COVID. Fait que je pense que ma recommandation, ce serait peut-être d'essayer d'avoir une trace écrite au niveau de l'échéancier. Puis là, elle me demande également, l'autre question qu'elle avait, c'est est-ce qu'on a des récos contre les fournisseurs si les fournisseurs ne respectent pas un échéancier? Bien, je pense que ce que je viens d'expliquer au niveau des clauses, parce que ça ne se retrouve pas juste au niveau du contrat du CCDC2 entre l'entrepreneur et les clients. Là. Je pense que ces types d'analyses-là peuvent se retrouver également dans les contrats de services, par exemple, justement avec des firmes d'architecture qui rendent des services ou même des firmes de génie ou même au niveau des fournisseurs de matériel. Je pense que à chaque fois, il va falloir voir dans chaque sous-contrat, dans le gros morceau du puzzle du montage contractuel pour voir si on est capable, justement, peut-être qu'avec votre fournisseur, vous avez une réclamation beaucoup plus solide ou plus facile, dépendamment des termes auxquels vous êtes engagé que dans votre contrat avec les clients. Mais c'est clair, je pense qu'il faut le voir dans l'ensemble, puis c'est clair que ça va avoir un effet de cascade là, au niveau de la situation. Là. Juste un instant. Lynn, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ta question en lien avec la réponse de David? Votre micro est ouvert, Mme Paquette. Si vous voulez intervenir, là. OK, continue, David. Parfait. Sinon, je ne sais pas, Alexandra, si tu veux commenter sur ce que je viens de dire au niveau justement d'un peu le partage des coûts, justement, comme je sais en ce moment, c'est une situation quand même. Je pense qu'il faut être quand même, comme je dis, c'est comme la clé, c'est de proactif et c'est de voir. Puis je pense que c'est certain que dans les nouveaux chantiers de construction, des nouveaux projets qui vont être signés dans le futur, dans les prochains mois, je pense que c'est
c'est plus qu'important qu'on s'assure de tenir compte justement, est-ce qu'on va vouloir justement inclure ces augmentations de coûts-là directement dans le prix pour ne pas avoir à renégocier des questions de coûts additionnels puis pas invoquer la force majeure dans le futur. Et je pense que dans les prochains mois aussi, c'est que justement, par exemple, on sait c'est quoi la position de la CNSST par rapport, ou du moins, c'est quoi ses recommandations par rapport au chantier. On le sait maintenant qu'il y a une potentielle deuxième vague qui va venir. L'année prochaine, il va peut-être avoir... je pense que les côtés des prévisibilités, il va être beaucoup moins facile à être invoqué dans le futur lorsqu'on va dire, mais on ne le savait pas, c'est quoi le COVID. Bien qu'on n'a pas toutes les données sur comment ça va finir se développer dans le futur, je pense que justement, c'est peut-être dans le futur, c'est peut-être au niveau de l'analyse des risques, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable de peut-être faire répéter ça dans un prix ou justement rédiger une clause qui est à l'avantage de l'entrepreneur, peut-être prévoir des droits de résiliation, peut-être prévoir des indemnisations beaucoup plus claires qu'un processus facile des réclamations là, au niveau des nouveaux chantiers. Je pense que justement, il y avait, comme je disais plutôt au niveau de la présentation, il y avait même une annonce du gouvernement aujourd'hui, j'avais lu sur la presse qui disait que pour les projets d'infrastructure, chantiers d'écoles, maisons des aînés, transports collectifs, le gouvernement provincial voulait accélérer le processus de planification des chantiers et tout ça. Je pense que justement, même dans leur... Je pense qu'il y a une volonté quand même de revoir ça, d'ouverture par rapport à la situation du COVID. Mais je pense que c'est encore plus important de s'assurer qu'on ne rentre pas dans des contrats qui ne tiennent pas compte de la situation actuelle, puis dans laquelle il ne suffit peut-être pas juste de se baser sur oui, je vais payer les équipements nécessaires, peut-être de les mettre par écrit. Là, puis s'assurer qu'il y a peut-être une limite ou c'est peut-être 50-50 des partages ou tout ça. Je ne sais pas, j'inviterai les gens à voir s'il y a des discussions par rapport à ça là, au niveau plus. Malheureusement, il n'y a pas de réponse, c'est pas blanc ou noir là, dans la situation du COVID, là, mais je pense que c'est au moins quelques pistes de réflexion à avoir au niveau des contrats. Moi, je pense, sans m'y connaître exactement, mais si on dit même les garanties des items qui sont installés, ça vient de bouger aussi. Non, tout à fait. Francis, je pense que tu as un bon point. Puis même dans tes coûts également, tu as toutes les questions d'entreposage. Il y a peut-être de l'entreposage additionnel que tu vas devoir. Assurance. L'assurance. Même au niveau. Même, bon, ça touche peut-être indirectement, mais tu as toutes les questions de financement aussi, des financements qui sont obtenus. Je pense que dans ton projet de construction, la reprise du chantier, ça tout est impacté. Puis pourquoi des fois, il faut peut-être avoir une approche un peu holistique pour voir comment est-ce que toutes les parties sont concernées et trouvent leur compte. Mais effectivement, au niveau des garanties, il y a toutes ces questions-là, des prolongations des délais, mais je pense que c'est important d'avoir la discussion avec les clients, du moins, là, pour savoir c'est quoi, même avant que ça devienne une réclamation, parce que je pense pas que c'est déjà qu'il y a des difficultés. Je pense que les gens doivent être conscients des enjeux qui sont déjà vécus juste pour reprendre un chantier. Puis comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il faut quand même, les clients doivent quand même être de bonne foi. Puis je pense que tout le monde a vécu quand même peut-être des pertes financières par rapport à ça. Puis je pense que c'est pas le temps justement de faire en sorte qu'on on empêche une partie de faire quelque chose qui est financièrement viable là, ou l'empêcher de rendre ses obligations après. Là. C'est bon. Je vais regarder rapidement s'il y a des nouvelles questions qui ont. Je pense que Céline, j'ai répondu. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des expériences que vous avez vécues récemment, ou soit avec vos fournisseurs ou avec justement les questions de garantie ou sur lesquelles on pourra discuter suite à ce que je viens de présenter. Là. Moi, ce que je sais, c'est que parmi les participants, on a des promoteurs, on a des constructeurs, on a des entrepreneurs, des spécialistes, mais on a aussi des représentants d'organismes. Donc, gênez-vous pas pour formuler vos questions. Et je pense que c'est même possible de les faire de façon anonyme. On peut peut-être aller vers le sondage. Ouais. On n'a pas partagé. Donc, on va partager un sondage, donc ouvrir le vote. Donc, vous avez accès maintenant à un sondage. On vous invite à participer délicatement, répondre aux questions. Et David pourra commenter. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si tout le monde a accès au sondage. Donc, vous cliquez en bas, c'est écrit sondage. Je pense que vous le voyez, puis vous pouvez y répondre en ligne. C'est commencé, il y en a qui ont commencé à répondre.
peut-être en attendant, je voulais vous partager justement quand on parlait tantôt, un fait vécu. Là. Un de mes clients, justement au niveau de la reprise de chantier dans le résidentiel, il a dû fermer son chantier parce qu'il y a eu il y a un cas de maladie de COVID au niveau des travailleurs, ce qui s'est propagé malheureusement au reste des employés, puis on a dû fermer une grosse partie du chantier. Fait que je pense que ça illustre juste à quel point, comme même quand on parle des obligations qui peuvent être onéreuses, je pense que les résultats, des fois, des pas se conformer là, ça peut être encore plus pénalisant pour un entrepreneur. Puis bon, après ça, elle est possible nul détenu, puis comme Catherine le disait, c'est des mesures de diligence raisonnables. Mais c'est juste pour un exemple des cas auxquels j'ai eu vent, là, que c'est quand même un impact important au niveau des travaux et de la reprise. Après ça, c'est pas facile non plus de retrouver toute la main-d'œuvre pour retravailler sur un chantier comme tel. Là, je trouve ça intéressant dans la formulation. Faites-vous face actuellement à des retards? Dans la construction, ils n'ont jamais de retard. C'est ça. C'est juste des enjeux c'est des enjeux à livrer à temps. Jamais de retard. Vous faites face à la pénurie. C'est bon. Donc, à travers ce que vous entendez, à travers ce que vous voyez comme formulation pour le sondage, si vous avez encore une fois la possibilité de formuler des questions, David ainsi que Catherine sont présents. Catherine, je pense qu'elle a plus un volet santé, sécurité, relations de travail davantage. Puis David, c'est, je ne sais pas, Catherine, est-ce que je me trompe? Oui, c'est exactement ça. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup avec David là, dans les dossiers construction récemment. Là. Je veux pas, c'est ce qui rentre le plus ces temps-ci à notre bureau. C'est au niveau je travaille beaucoup dans le commercial, c'est-à-dire pas juste commercial dans le sens, pas juste résidentiel commercial, mais commercial dans le sens de la relation commerciale avec les clients, puis justement dans la rédaction, négociation de contrats de construction, contrats de service avec les fournisseurs. Puis je pense que c'est ce qu'on reçoit le plus, justement, prends mon contrat, es-tu capable de me dire justement si je suis capable de partager mes coûts? Les clients me proposent ça, est-ce que je suis mieux de l'accepter maintenant? J'ai quand même eu des situations où ce qui est bon, les contrats disaient quelque chose, puis plutôt que de se battre avec tel point, mais on est arrivé à un compromis avec les clients parce que les clients avaient aussi un intérêt majeur il y avait des questions, il y a des obligations hypothécaires au des financements, puis des obligations après ça qui en découlé. Mais lui, il avait dit parfait, je suis prêt à financer une partie des coûts, même si le contrat n'était pas tout à fait blanc et noir sur cette situation-là. Il y a quand même, je pense que tout cet aspect-là, il est non négligeable. Puis c'est ces types de demandes-là que je reçois récemment, où également on vient de quantifier combien ça va me coûter pour mettre à soit comme qu'est-ce que mon chantier soit conforme. Et après ça, comment est-ce que justement je suis capable de refléter ces coûts-là ailleurs ou du moins juste avoir une prolongation de délai. Parce que des fois, c'est ça aussi le compromis qu'il peut y avoir. C'est comment que je suis prêt à prendre les coûts financiers associés ou mesures en place, mais je veux quand même une prolongation puis je ne veux pas avoir des pénalités par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas une solution parfaite. Il y a des contrats aussi que j'ai vus qui permettent de réclamer aux clients tous les coûts additionnels, etc. Comme je disais tantôt, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que des fois, j'ai des clients qui m'ont dit « Ah, j'ai lu le CC2 permet ci ou ça. » Et après ça, je regarde le CC2, mais tu as des conditions générales qui viennent de les modifier. Après ça, tu as des conditions particulières pour un type de projet. Puis finalement, ton CC2 est un peu dénaturé. Puis justement, c'est là qu'il y a d'autres... la négociation, le discours avec les clients, il va être différent. Là. OK. C'est bon. Puis j'imagine que compte tenu qu'on a tous une vision un peu, une perspective de l'économie où ça s'en va, le commercial, les locaux, les espaces, est-ce qu'il peut y avoir un frein de la part de certains de ne pas vouloir poursuivre des travaux maintenant compte tenu d'une perception que avec le télétravail, ça va changer ou le pied carré nécessaire ou même le design? Je pense qu'au niveau immobilier, je pense que c'est un discours très intéressant là, parce que je pense qu'au niveau immobilier, on a beaucoup d'échos des gens que justement, moi, je reçois des demandes sur je veux réduire mon pied carré ou je veux carrément résilier mon bail parce qu'on change de modèle d'affaires. Puis il y a beaucoup de clients qui occupent beaucoup d'espace des pieds carrés au centre-ville qui ne veulent plus être là. Ils se disent, moi, dans une perspective à moyen terme, je veux faire du télétravail, je veux permettre du télétravail à mes employés 3-4 jours semaine. Puis ça change ça. J'ai même eu des demandes qui demandaient, si je voulais acheter je suis intéressé à signer pour telle nouvelle construction, comment est-ce que je me sors de l'offre que j'ai signée? Parce que ça ne correspond plus du tout à mon modèle d'affaires. Je pense qu'effectivement, Francis, c'était quand même
Il y a quand même tout dans le futur, c'est clair que je pense qu'il va y avoir un impact majeur sur l'industrie au niveau de l'immobilier commercial. Là. Je pense qu'il y a une question qui vient de Caroline, j'ai activé votre micro si vous voulez vous exprimer de vive voix. Ben, dans le fond, c'était juste concernant, j'ai juste écrit que les grands coûts, là, j'ai marqué coûts, je ne l'ai même pas écrit comme il faut, c'est COUTS. Les grands coûts qui sont reliés, pour nous, c'est le surintendant, puis c'est pour ça que je voulais en parler, voir peut-être élaborer là-dessus, là, quand on a des frais de surintendant, c'est quoi nos choses qu'on doit faire pour être sûr d'être backé, parce que c'est, à part de faire une vidéo pour montrer ce qu'il fait, c'est dur de dire au client c'est combien de temps, puis est-ce qu'il va nous croire, est-ce que ça va être accepté, est-ce que en réclamation à la fin, c'est un petit peu... Nous, on voulait le déposer à toutes les semaines pour s'assurer que le client est d'accord avec les frais à chaque semaine, puis qu'on n'attende pas à la fin. Fait qu'est-ce que c'est une bonne façon de faire? Mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même je pense que vous faites bien un peu d'essayer de documenter le plus possible un peu, parce que je pense qu'après ça va être une question d'avoir, comme vous avez dit, les clients est prêt à accepter. Je pense, est-ce que vous avez des échos du client pour dire est-ce que ça suffit comme, ou c'est encore préliminaire un peu comme dans la discussion, mais je pense qu'il faut quand même être conscient qu'on ne peut pas non plus avoir est-ce que vous avez des protocoles qui ont été écrits qui expliquent un peu c'est quoi toutes ces nouvelles mesures-là, comme par ailleurs? On les a expliqués verbalement au client, c'est quoi tout ce qu'il fait, mais je me préparais justement à documenter par écrit. Mais mon contremaître a tout écrit à tous les jours, toutes les étapes qu'il a fait, fait qu'on va leur envoyer ça cette semaine. Mais ma cliente, elle était vraiment du genre, non, tu nous présentes ça une fois à la fin. Mais non, je veux pas faire ça parce que peut-être que il y a des choses que vous pouvez faire, que vous allez préférer les faire à l'interne pour sauver des coûts. Puis nous, ça ferait bien notre part que ça soit pas fait par notre surintendant parce que pendant ce temps-là, il fait d'autres choses. Fait que j'aime pas ça, attendre à la fin. Moi, j'ai jamais fait de réclamation dans ma vie, là. C'est pas la manière que je travaille, mais bon, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on travaille. Fait que je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Oui. Mais je pense que, puis Catherine, si jamais tu peux rassurer sur, n'hésite pas, là. Mais je pense qu'il y a quand même, je pense que c'est important quand même la divulgation, même si le client ne veut pas l'entendre, parce que c'est peut-être beaucoup plus difficile, par exemple, après, à la fin du projet, de dire, mais voyons, je ne m'attendais vraiment pas que ce soit cet écart-là des coûts additionnels ou ces types de. Je pense qu'il y a quand même, je pense qu'à première vue, je n'ai pas tout le contexte, mais je pense qu'il va être quand même bien de communiquer avec le client pour qu'il ne puisse pas après ça dire à la fin du projet c'est impossible, c'est déraisonnable. Je pense que si vous avez déjà la discussion, puis peut-être que là, ça peut peut-être amener des points de discussion sur ce que vous êtes capable de partager entre vous. Je ne sais pas, Catherine, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, par expérience. Oui, mais peut-être là, par expérience, parce qu'avant, je travaillais aussi pour un cabinet en droit de la construction. Là, ce que nous, on faisait dans ces cas-là où le client ne voulait rien avoir au début, ce serait peut-être juste de faire un estimé, montrer d'environ c'est quoi les coûts supplémentaires en ce moment sur les chantiers, pour une semaine, par exemple, juste pour lui donner comme un estimé. L'envoyer par courriel avec les étapes et dire regardez, juste que vous me confirmez que vous acceptez ces coûts-là qui vont être chargés par la suite. Là, de l'avertir un peu de ce qui s'en vient, parce que ça doit être prévisible aussi de son côté. Là. Puis elle n'a pas besoin de démontrer qu'elle, de bonne foi, elle accepte de faire un bout de chemin. Elle en ligne, tu comprends? Bien, je pense que ça dépend également justement de qu'est-ce que le contrat prévoit. Il y a peut-être là l'effet que si votre contrat prévoit déjà que vous êtes apte à réclamer ces coûts-là, bien, j'insisterais justement sur bon, mais je le fais conformément à mes obligations du contrat, puis pour pas que non plus vous perdez un droit si jamais, par exemple, vous n'avez pas averti. Parce que même si le client dit dis-moi-le à la fin, puis votre contrat il dit il y a un préavis qui doit être donné ou un avis, etc. Mais tu ne peux pas non plus comme t'embarquer dans une situation de confusion. Qu'est-ce qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on n'a pas accepté au niveau contractuel, puis qu'est-ce qu'on s'est entendu verbalement après. Là. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Caroline? Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, on va vous expliquer le sondage. Je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais on peut vous les partager. Je ne sais pas si tu veux les commenter, David. J'ai juste en train de voir comme je ne vois pas les résultats dans. Tu cliques sur sondage, puis tu vas voir le résultat. Ah, parfait.
Je sais pas si... Non, je ne vois pas les résultats, par exemple. Je vais l'exprimer à ce moment-là. Donc, est-ce que vous œuvrez dans le milieu résidentiel et ou commercial? Donc, pour le moment, c'est 25 résidentiel, 38 commercial, puis 38 kiff-kiff, c'est-à-dire commercial, résidentiel, ils font les deux. Avez-vous reçu des avis de CNSST ou la visite d'inspecteur? Pour le moment, la réponse est non. Et pour plusieurs, ne s'applique pas, évidemment. Et faites-vous face actuellement à des retards que vous attribuez évidemment que vous attribuez au fait de devoir vous conformer aux directives de la CNSST? La réponse est oui, et également à 38 non à 38 puis ne s'applique pas, c'est pour d'autres modèles. Puis enfin, la dernière question, est-ce que vous faites face à une pénurie ou des retards importants au niveau de la fourniture de matériaux par vos fournisseurs? Et la réponse est pour le moment à 50 non, mais à 25 oui. Puis enfin, 25 ne s'applique pas. OK. Donc, voilà. Non, je pense que c'est intéressant de voir. J'avais lu qu'au niveau des avis de la plainte de la CNSST, des avis, je pense qu'en avril, j'avais lu un article qui mentionnait qu'il y avait déjà 240 plaintes qui avaient été déposées au niveau des chantiers et des mesures, là, puis justement avec la volonté de surveillance accrue. Et puis bon, ça m'étonne. Je ne suis pas très étonné les retards au niveau des directives. Souvent pour la main-d'œuvre. Je pense que pour d'autres professionnels, peut-être l'architecture, génie, ça s'applique peut-être moins, là, vu qu'il y a peut-être moins de présence sur les chantiers ou des contacts avec plusieurs personnes. Puis également au niveau des retards, au niveau des matériaux, je pense que c'est quelque chose qui s'en vient là, peut-être parce que ces fournisseurs-là également, ils vont peut-être avoir des retards pour se conformer aux mesures de la CNSST. Fait que, comme je dis, peut-être c'est un effet cascade qui va venir dans les prochaines semaines. Là, évidemment, ça fait juste, je pense maintenant 2 semaines, 1 semaine et demie que les chantiers là, sont rouverts partout au Québec. Là. Mais c'est intéressant de voir justement comment est-ce que ça va se traduire. Puis là, je viens de remarquer également qu'il y avait un commentaire de Gino Beaulieu, que j'en profite pour y répondre maintenant. Il disait que c'est quoi la meilleure façon de négocier avec les entrepreneurs / promoteurs lorsque les retards font en sorte que nous, on n'est pas capable de respecter nos obligations de service. Moi, ce que je suggère une approche que j'ai, c'est avant d'avoir une négociation, c'est que je veux m'assurer de savoir au niveau de mes droits contractuels jusqu'à où je peux aller. C'est quoi mes limites? Qu'est-ce que je suis en train de réclamer? Est-ce que je peux essayer d'aller un peu plus loin pour essayer déjà de voir qu'est-ce que les clients de l'autre bord ou les promoteurs, ils vont être capables de me faire dire non, écoute, c'est toi qui dois être responsable complètement. Puis également, c'est quoi, même par rapport aux obligations de service, c'est quoi? Est-ce que c'est une obligation de résultat auquel on s'est tenu? Est-ce que c'est une obligation de services raisonnables, d'exigence raisonnable? Ouais. Ouais. J'ai activé le micro de M. Gino, si vous voulez vous exprimer. Okay. M. Beaulieu? Oui, moi, j'ai des clients, des sous-traitants qui font affaire avec les promoteurs. Puis, à cause de la COVID et des retards des chantiers, les fermetures, eux avaient accepté différents contrats. Et au niveau de la synchronisation des contrats, là, ça a tout été chamboulé. Et ils se retrouvent des fois avec une situation où ils s'étaient commis à faire les travaux de service. Mais ils ne seront pas en mesure parce que tous les projets étant retardés, ils ne peuvent pas répondre à tous ces projets-là ou faire tous les travaux. Y a-t-il des moyens de sortir de ça si le promoteur, entrepreneur ne peut pas faire affaire avec d'autres sous-traitants ou refaire une appel d'offres? Ouais. Catherine, avant, si tu veux intervenir, mais je pense que ça dépend un peu de comment est-ce que les montages, c'est qui a des obligations envers qui dans cette optique-là. Puis je pense que c'est là que des clauses de retard ou justement des causes indépendantes de la volonté, ou que pour dire si l'entrepreneur c'est parce que l'entrepreneur promoteur, il y a un problème avec un sous-traitant particulier, puis ça affecte l'autre sous-traitant avec lequel il n'y a pas de lien contractuel. Mais peut-être, justement, dépendamment comment que la relation est montée, on ne pourra pas opposer les contrats d'un sous-traitant à l'autre. Si le sous-traitant il dit « mais moi, je suis prêt à faire mon service, mais c'est le chantier qui n'est pas prêt », c'est pas ma faute. Là. Puis après, également, c'est une analyse au cas par cas, dépendamment
des clauses contractuelles pour les retards et tout ça. Mais ça serait peut-être de voir comment est-ce que les contrats ont été, comment est-ce qu'ils sont un par rapport à l'autre. Parce que si c'est la faute de l'entrepreneur promoteur qui a mal synchronisé ou qui s'est engagé vers une personne à X puis a livré, par exemple, si l'entrepreneur il a dit « je vais donner accès à telle date », puis c'est l'entrepreneur qui est évidemment, il n'a pas pu donner l'accès, mais en principe, ça devrait suivre comme prolongation. Là. Je ne sais pas si Catherine, tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça, mais en l'absence de clauses précises à cet effet-là dans les contrats, parce que, bon, on m'a permis de voir certains contrats, là, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Bien, je pense que c'est là que justement on tombe dans la question de voir si ça peut être considéré comme une force majeure au sens du droit général. Là. Puis c'est là justement qu'on va voir c'est quoi la situation exactement. Est-ce que c'est une impossibilité? Est-ce qu'il y a une faute de un à quelqu'un? Est-ce que c'est tributaire à l'entrepreneur lui-même qui n'a pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer d'être capable de faire les travaux à temps? Est-ce que c'est un défaut de se conformer à une directive? Est-ce que c'est le client qui a mal géré, l'entrepreneur qui lui a mal géré la planification des travaux? Je pense que c'est des questions qu'on va évidemment on va devoir se poser. C'est plus là qu'on tombe dans une analyse qui est un peu plus générale au niveau des concepts des forces majeures, comme on disait tantôt. En gros, c'est là qu'on va dire est-ce que c'est externe, est-ce que c'est imprévisible, puis est-ce que c'est irrésistible, c'est-à-dire est-ce que c'est une impossibilité d'exécuter l'obligation? Là? Parfait, merci. Je pense que Francis il est sur mute. Donc, excusez-moi, on a présenté plusieurs éléments. Est-ce qu'on voulait ajouter d'autres idées, d'autres enjeux? Moi, entre-temps, j'ai partagé le sondage pour avoir un échange avec vous en lien avec la présentation qu'on a fait aujourd'hui et qui se poursuit. Puis également la possibilité pour certains d'entre vous de revoir les webinaires via le site web. Donc, on se rappelle la question, là, c'est quoi les enjeux juridiques de la relance dans l'industrie de la construction? Je pense qu'il y en a. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir ou qui ont des questions? On a encore la possibilité de répondre. On se donne généralement jusqu'à 1 heure, mais généralement, tout dépendamment du départ, on a toujours un gap. Est-ce qu'il va y avoir plus d'arbitrage à ce moment-là? Y a-t-il le concept arbitrage? Ça dépend en fait de ce qui est prévu soit avec les conventions, est-ce que c'est de la médiation de l'arbitrage qui est prévu, mais je pense qu'il va y avoir des différences. On va l'appeler comme ça. Là. Je pense qu'il va y avoir des différences au niveau de. Parce que même si c'est un contrat qui prévoit qu'un partage des coûts, mais peut-être que justement, puis je pense que comme Caroline disait tantôt, mais est-ce qu'on n'est pas capable de quantifier? Est-ce qu'il peut peut-être avoir une contestation au niveau de la quantification? Est-ce que le client va dire, mais écoute, moi, je suis capable de payer une partie des coûts, mais là, je trouve que tu vas large avec les obligations de la CNSST, je trouve que tu vas un peu trop loin, ou je trouve que c'est dû à une mauvaise planification de ton côté parce que tu le savais à l'avance que les chantiers allaient reprendre, tu avais le temps de le prévoir. Fait que je pense que définitivement, il va y avoir des différents, ou disons, appelons les opportunités à arriver à des ententes là, pour être un peu plus positif. Là. Parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que les projets se réalisent. Là. Puis je pense que la pression de réaliser les projets, je pense que chaque partie là, que ce soit au niveau de ses fournisseurs en dessous qui veulent des paiements, que ce soit au niveau du client, puis les clients d'un client qui veut un projet livrable, par exemple, le secteur immobilier. Mais je pense que définitivement, c'est une période qui va péter. Je pense qu'il y a aussi la question que les COVID, c'est nouveau pour tout le monde. Puis bon, même si on a eu déjà des cas dans lesquels on s'est questionné par rapport à une pandémie dans le cadre du H1N1, là, c'est pas la même ampleur du tout. Là. À niveau de comment ça a affecté toutes les types de la construction, l'immobilier et tous les autres secteurs. Là. Fait que je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va demander beaucoup d'ouverture d'une part et d'autre pour essayer d'arriver à une entente. Là. C'est surtout avant que les tribunaux ils tranchent sur justement quand il n'y a pas de clause, qu'est-ce qui arrive. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Là. Je pense que le COVID va peut-être, on l'espère, peut-être déjà terminé quand les tribunaux vont vouloir se pencher sur cette question-là. De toute façon, il n'y a pas de jurisprudence. Là.
Pas sur le COVID dans le fond. C'est ça. OK, parfait. Donc, merci beaucoup. Caroline, Catherine, pardon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bon, Pour clôturer? je pense que ça fait le tour de tout. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, les tribunaux, tu sais, c'est très difficile d'avoir une audience. Ils prennent juste tout ce qui est urgence, là. Fait que Ouais. c'est sûr qu'en ce moment, c'est ce genre de défi-là au niveau contractuel, puis tout ça, c'est pas quelque chose qui va être jugé, là, tu sais, au niveau monétaire, là, en ce moment, là. C'est pas une injonction qu'on a besoin pour faire quoi que ce soit, là, tu sais. Donc, c'est quand même important d'essayer de s'entendre en premier lieu. Puis après ça, on va voir si justement on doit aller jusqu'aux tribunaux, là. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Catherine. David, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Non, je pense que je pense qu'il y a quand même. J'étais très content d'avoir aussi la participation des interventions que vous avez eues. C'est des questions valides et des enjeux quand même importants, surtout des enjeux, souvent c'est légaux, mais c'est surtout financier en bout de ligne qui sous-entend tout ça. Si jamais il y a des questions par la suite, je pense que Francis vient de partager mes coordonnées. Je vous invite à nous écrire un courriel. Puis, comme je dis, on commence à avoir un peu plus de volume aussi de notre côté sur les questions COVID. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement les bénéfices, de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs là, au niveau des ententes et tout ça. Mais sinon, c'est une note positive. On a vu des ententes, je pense, au meilleur des intérêts des parties qui ont été signés ou des échéanciers qui ont été repoussés. Donc, je pense moi, de mon côté, ce que je vois, c'est qu'il y a une bonne volonté que les projets se réalisent. Là. Puis nous, au niveau légal, on est juste là pour mettre par écrit l'entente pour s'assurer, puis évidemment, vous aider à savoir ce qu'on va faire les obligations, mais ce serait d'avoir une entente qui ne sera pas contestée dans le futur puis sur laquelle on peut se baser pour l'avenir au niveau de la nouvelle situation là, pour finir les chantiers. Là. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Catherine, pour votre participation au midi webinaire Batimatech. Donc, le prochain webinaire va être avec des gens de chez Pomerleau, Lieu-Dao ainsi qu'Étienne Gravel. Donc, merci encore et à la prochaine. Devenez membre de Batimatech, participez à nos activités. Au plaisir. Salutations. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Merci. Merci.